Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je suis Bertrand Dupont du service Légilocal. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle conférence qui aura pour thème aujourd'hui l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Avant de commencer, je vais faire une présentation très rapide de Légilocal. Légilocal a deux objectifs: mutualiser les expertises et sécuriser les décisions juridiques des cadres territoriaux et des élus locaux. Nous avons des services gratuits et premium, comme vous voyez ici. Pour profiter des services gratuits qui sont l'espace collaboratif, la base mutualisée, le fronton numérique, il suffit de vous inscrire sur le réseau à l'adresse réseau.legilocal.fr. En tant que membre du réseau, vous pouvez également bénéficier d'une sélection du journal officiel quotidienne, spécialement conçue pour les élus et les cadres territoriaux. Et enfin, vous serez informé des prochaines conférences en ligne. En effet, chaque mois, l'équipe de juristes de l'assistance juridique, dont je fais partie, vous propose une conférence en ligne gratuite sur un thème d'actualité qui est au cœur des préoccupations des responsables des collectivités. Ainsi, pour le mois d'avril, nous vous proposons donc d'aborder l'absentéisme au travail dans la fonction publique territoriale. Selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment précoce des facteurs dégradant les conditions de travail, les ambiances physiques, l'organisation, les qualités de la relation d'emploi. Et depuis le début des années 2000, il a été constaté que l'absentéisme dans la fonction publique territoriale est en constante augmentation. Dans cette fonction publique, deux raisons principales expliquent l'absentéisme. Des raisons non médicales, comme les congés maternité qu'une collectivité territoriale ne peut réduire. On peut également retrouver les actions de formation des agents, mais également des raisons médicales sur lesquelles une collectivité territoriale peut agir. En effet, les congés maladie constituent la part dite compressible de l'absentéisme. Or, l'augmentation constante de l'absentéisme se caractérise par une hausse des maladies de longue durée et des accidents du travail depuis 1998. De plus, les conséquences financières ne sont pas négligeables puisque les congés maladie de longue durée sont bien plus coûteux que les congés maladie ordinaires. L'augmentation de l'absence au travail pour raison de santé s'explique notamment par le vieillissement de la population, des agents territoriaux et par une exposition à des risques professionnels tels que des contraintes physiques et psychologiques rendant pénibles les conditions de travail. Face à cette situation, les collectivités sont à la recherche de solutions pour y faire face, tant dans la prévention que dans la gestion de l'absentéisme de leurs agents. L'élaboration d'un diagnostic absentéisme avec les acteurs de la prévention et de la gestion de l'absentéisme est un préalable indispensable si les dirigeants territoriaux veulent lutter efficacement contre ce phénomène par le biais ensuite d'un plan d'action. Pour prévenir et gérer l'absentéisme au travail dans la fonction publique territoriale, la première chose à faire est un diagnostic de cet absentéisme au sein de votre collectivité. Il vous aidera à définir les actions pertinentes pour répondre à cette problématique. Ce diagnostic comporte une évaluation des causes de l'absentéisme dans votre collectivité, ainsi que le fait d'identifier les contraintes qui impactent la vie professionnelle, comme une surcharge de travail, le stress ou le harcèlement. Avant de voir comment les évaluer, rappelons au préalable quelles sont les causes de l'absentéisme. Généralement, 6 causes sont retenues. L'état de la population, tout d'abord, santé, âge, genre et cadre d'emploi, le vieillissement en particulier entraînant un absentéisme mécanique dû à la maladie.
Les conditions de travail ensuite et son organisation qui peuvent avoir un effet direct sur l'absentéisme avec une exposition au risque et également par le biais de l'ambiance au travail. Le désengagement de l'agent au travail, qui va se caractériser notamment par la baisse de sa motivation. L'encadrement, qui est le type de management ayant un impact sur l'absentéisme dans la fonction publique territoriale, avec les différents types de management que l'on peut retrouver, laxiste, autoritaire ou paternaliste. La conciliation entre vie privée et vie professionnelle, pour certains agents qui sont soumis à des contraintes dans leur vie quotidienne, notamment le transport ou la gestion des enfants qui peuvent être malades, et les actions déjà mises en œuvre au sein de votre structure, formation, communication. Afin d'estimer et de hiérarchiser les causes d'absentéisme auxquelles votre collectivité est confrontée, une évaluation est incontournable. Elle doit vous permettre de dresser une cartographie des causes selon leur nature, leur fréquence et leur importance, mais aussi de comparer la situation de votre collectivité par rapport aux autres collectivités ou aux autres secteurs d'activité, comme les autres fonctions publiques d'une part, mais aussi le secteur privé. À cette fin, la définition préalable de critères d'évaluation, mais aussi la mise en place d'indicateurs sont indispensables. Ainsi, vous pouvez par exemple utiliser un critère lié au nombre de personnes concernées par une cause d'absentéisme. Vous pouvez également utiliser des indicateurs simples à ce stade diagnostic pour avoir une vision de la situation actuelle de votre collectivité au regard de cet absentéisme. Indicateurs qui pourront être également utilisés plus tard pour le suivi de l'absentéisme, nous le verrons. En tant que, par exemple, exemple d'indicateur, vous pouvez utiliser, mettre en place des indicateurs pour déterminer l'impact du vieillissement des agents sur votre collectivité. En utilisant la formule que je vous présente sur cette page, vous pourrez déterminer le pourcentage des agents, par exemple, de plus de 50 ans, travaillant dans votre collectivité. Donc, nous voyons la formule, on va calculer les parts, le nombre d'agents âgés selon les classes d'âge sur le nombre d'agents total de la collectivité. À titre de comparaison, pour vous permettre d'effectuer déjà une comparaison lors de votre diagnostic, sachez qu'en 2014, l'âge moyen des agents de la fonction publique territoriale était de 44 ans contre 42 ans dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique hospitalière. Vous pouvez également mettre en place des indicateurs pour connaître la situation actuelle de votre collectivité face à l'absentéisme pour des raisons médicales. La formule suivante que je vous propose peut ainsi vous permettre de déterminer la part des arrêts maladie pour une année au sein de votre collectivité. Pareil, à titre de comparaison, en 2014, ce sont 54 arrêts pour 100 agents dans la fonction publique territoriale qui ont été dénombrés. Une dernière formule que je vous propose d'utiliser peut vous permettre de facilement évaluer la part des agents ayant eu dans l'année un accident du travail imputable au service ou au trajet et maladie professionnelle. Par exemple, ici, on peut calculer le nombre d'accidents du travail sur le nombre d'agents dans la collectivité que l'on multiplie par 100. Ces dernières années, sachez que 8,5% des agents de la fonction publique territoriale avaient eu au moins un accident du travail dans l'année. Mais après, ça va dépendre des filières. Et bien évidemment, ça paraît un peu ici logique, c'est la filière technique qui est la plus exposée puisqu'elle représente à elle seule les 2/3 des accidents du travail au sein de la fonction publique territoriale. Pour la détermination de ces critères et indicateurs, vous pouvez organiser un débat au sein de votre collectivité en réunissant les élus, le personnel, mais également toute autre personne qui pourrait vous apporter une assistance, comme un médecin du travail, par exemple, à d'autres,
Ce débat sera nécessaire si vous souhaitez obtenir un consensus en fait, sur les critères d'évaluation et ensuite faire accepter les priorités d'action qui, à terme, pourraient être retenues. Vous pouvez organiser ce débat en mettant en place, par exemple, des groupes de travail et un comité de pilotage et en ménageant également du temps pour débattre des critères d'évaluation à retenir. Cette possibilité d'organiser un débat met par contre en lumière un point important de la démarche de prévention et de gestion de l'absentéisme. Ce point important, c'est la mobilisation des acteurs. En effet, cette mobilisation est la première étape de la démarche, avant même de réaliser le diagnostic. Elle est également gage de sa réussite tout au long de la mise en œuvre de la démarche, permettant de rechercher ainsi l'adhésion de tous les acteurs impliqués et ce de manière permanente, on va dire, continue. Il y a donc lieu ici d'entamer la démarche en déterminant les acteurs à impliquer, d'une part, puis ensuite de les solliciter, notamment par exemple par le biais d'une réunion de lancement de la démarche. La composition de l'équipe est un point essentiel aussi, car plus son caractère disciplinaire est assuré, plus l'équipe permettra d'avoir une analyse la plus large possible sur l'évaluation des causes de l'absentéisme. Alors, quels acteurs peuvent être mobilisés? Les premiers acteurs à mobiliser et à impliquer dans votre démarche de prévention et de la gestion de l'absentéisme pour qu'elle réussisse cette démarche, c'est tout d'abord vous, dirigeants territoriaux, élus, et notamment aussi les DGS et les directeurs des ressources humaines. Vous pouvez porter cette démarche en choisissant et en soutenant les personnes que vous désignerez, par exemple, pour la mettre en œuvre et en communiquant également régulièrement à son sujet. Par ailleurs, pour vous aider, vous pouvez mobiliser le personnel encadrant de votre collectivité, d'abord, mais aussi, on l'a vu, les médecins du travail, mais d'autres acteurs peuvent être mobilisés, les travailleurs sociaux, comme le psychologue du travail ou l'assistante sociale, également les organisations syndicales. Nous l'avons vu, les conditions de travail et l'organisation du travail peuvent être une des causes de l'absentéisme dans la fonction publique territoriale. Cette cause trouve notamment son origine dans les contraintes impactant la vie professionnelle. Aussi, la connaissance et l'identification de ces contraintes au sein de votre collectivité sont des éléments du diagnostic préalable de l'absentéisme que vous devez réaliser avant de définir des priorités d'action. En outre, les transferts de compétences vers les collectivités qui sont intervenus à l'occasion des différentes phases de décentralisation ont modifié les métiers des agents territoriaux en les confrontant à de nouvelles contraintes professionnelles. Aussi, voyons quels sont désormais les principaux risques auxquels les agents de la fonction publique territoriale peuvent désormais être confrontés dans le cadre de leur vie professionnelle. Une première contrainte impactant la vie professionnelle dans la fonction publique territoriale, ce sont les risques psychosociaux. Ces risques incluent différentes choses. Tout d'abord, le stress de l'agent. On peut aussi également inclure dans ces risques psychosociaux les violences internes, dont le harcèlement moral et sexuel, les violences externes, telles que les comportements hostiles, les tensions et agressions dans les rapports avec le public, pour les fonctions publiques territoriales essentiellement les administrés, la souffrance également ou le mal-être au travail. Alors, si les risques psychosociaux, que l'on résume par le terme, l'appellation RPS, si ces RPS peuvent impacter tous les métiers de la fonction publique territoriale, ils concernent proportionnellement plus les agents de la filière action sociale, dont 17% vont déclarer vivre en permanence ou régulièrement des tensions dans leur rapport avec le public,
peut s'en douter, ils sont effectivement plus au contact de situations difficiles et avec les administrés. Et ensuite, nous retrouvons également les agents de la filière sport, loisirs, animation et culture, dont 33% d'entre eux déclarent être exposés à des comportements hostiles. Pour identifier cette contrainte au sein de votre collectivité, mais également évaluer l'exposition de vos agents à cette contrainte, je vous propose d'utiliser le questionnaire Karasek en le diffusant auprès de vos agents. C'est un questionnaire qui vous permet d'évaluer l'environnement psychosocial au travail des agents, des salariés en général, mais de vos agents, bien évidemment. Ça peut s'appliquer à la fonction publique territoriale. Le questionnaire évalue cet environnement selon 3 dimensions. Tout d'abord, la latitude décisionnelle. Cette latitude décisionnelle reflétant les marges de manœuvre que l'agent possède, l'utilisation et le développement également de ses compétences. Nous retrouvons ensuite une autre dimension qui est la demande psychologique. Cette demande psychologique permet d'appréhender les conditions de travail. Et ensuite, nous retrouvons le soutien social qui prend en compte le soutien de la hiérarchie, mais également des collègues. C'est un questionnaire qui comporte 26 questions et qui va porter sur l'opinion de l'agent quant à son travail, et qui va vous permettre d'avoir connaissance de cette opinion. L'exposition à une contrainte physique intense est une autre contrainte que nous retrouvons dans la vie professionnelle au sein de la fonction publique territoriale. Et d'ailleurs, cette fonction publique y est davantage confrontée que les autres secteurs, à l'exception de la fonction publique hospitalière, qui bien évidemment y est plus confrontée, notamment par la gestion des malades qu'on peut avoir. Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, la définition de cette contrainte déjà, cette contrainte recouvre notamment les contraintes posturales, position debout par exemple, et piétinement prolongé. Mais on peut également trouver, cette contrainte recouvre également des mouvements contraignants, répétitifs dans le travail. Et l'exposition à de tels mouvements, cette contrainte, peut être une source de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui sont des pathologies se traduisant, par exemple, par une incapacité à effectuer certains gestes. Ces TMS concernent la fonction publique territoriale dans la mesure où ils ont impacté 94% des jours d'arrêt maladie au sein de la fonction publique territoriale. L'exposition à cette contrainte va toucher plus particulièrement au sein des métiers de la fonction publique territoriale les agents des services espaces verts et des services à la personne et restauration. Nous retrouvons pour les premiers 71% des agents qui ont des espaces verts qui ont donc déclaré une contrainte physique intense, puis pour les agents des services à la personne, 66% qui déclarent être confrontés à une contrainte physique intense. Autre risque, autre contrainte de la vie professionnelle de la fonction publique territoriale, le risque routier. Le risque routier car il comprend tant les accidents de service que les accidents de trajet, travail-domicile. Et à ce titre, ils sont une source d'absentéisme pour raison médicale au sein de la fonction publique territoriale. Ce sont ainsi en 2012 70% des accidents routiers qui ont donné lieu à un arrêt maladie. D'autre part, entre 2007 et 2012, il a été constaté une augmentation du taux de fréquence des accidents routiers qui est passé en 2007 à un taux de 2,5% à 5,2% en 2012. Enfin, une dernière contrainte que nous retrouvons dans les métiers de la fonction publique territoriale et auxquels les agents peuvent être exposés, c'est l'exposition à des produits chimiques, cancérigènes ou non, ainsi qu'à des agents biologiques. Ce sont, on peut s'en douter ici aussi, les services techniques qui sont le plus impactés par cette contrainte, mais pas seulement.
Au sein de la fonction publique territoriale, les agents des services entretien et maintenance sont 69% à être exposés à déclarer être exposés à au moins un produit chimique, mais également 63% des agents des services personnes et restauration déclarent y être exposés. Mais ces derniers, contrairement aux premiers, sont par contre 77% à être également exposés à des agents biologiques. Alors, une fois que votre diagnostic d'absentéisme a été établi, un plan d'action peut être mis en œuvre. Vous pourrez le faire à ce moment-là. Le diagnostic, en fait, va vous permettre de définir les priorités parmi les actions que vous aurez à mettre en œuvre pour répondre aux problématiques d'absentéisme que vous aurez soulevées au terme de votre diagnostic. La définition d'indicateurs de suivi vous permettra ensuite de piloter quotidiennement votre démarche de prévention et de gestion de l'absentéisme. Alors, selon les résultats de votre diagnostic, vous pourrez donc mettre en œuvre des actions adaptées à la situation de votre collectivité face à l'absentéisme. Sans être exhaustif ici, voyons maintenant quelques actions qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir et gérer l'absentéisme. Parmi ces actions, vous pouvez mettre en œuvre la mobilisation, tout d'abord, de moyens financiers, parce que celle-ci est indispensable si vous souhaitez réussir votre démarche. C'est ici, en fait, même une des premières étapes à envisager et à mettre en œuvre. En effet, le fait de prévoir en fait une enveloppe budgétaire en amont de la mise en œuvre des actions vous permettra d'être réactif dans la réalisation des actions que vous aurez retenues. À défaut, le risque c'est que vous ayez à renvoyer la mise en œuvre du plan d'action à l'exercice budgétaire suivant. Pour prévenir et gérer l'absentéisme au sein de votre collectivité, vous pouvez tout d'abord recruter. Alors recruter qui? Recruter un préventeur. Un préventeur pour vous assister dans l'élaboration et la mise en œuvre de la démarche de gestion et de prévention de l'absentéisme. Vous pouvez également recruter, pour faire face aux absentéismes, des agents contractuels, pour pallier aux absences des agents publics titulaires, contractuels aussi, mais qui sont, par exemple, plus sur des emplois permanents, et assurer leur remplacement. Pour rappel, cette possibilité est ouverte à l'article 3-1 de la loi de 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Dans les deux cas, vous pouvez solliciter l'assistance des centres de gestion de votre département, en particulier pour le recrutement d'un préventeur. De nombreux centres de gestion ayant mis en place une démarche d'accompagnement des collectivités pour le recrutement et l'encadrement des préventeurs en particulier. Vous pouvez également chercher l'implication et la motivation individuelle et collective de vos agents. Cela va se traduire par un management de proximité. À cette fin, vous pouvez par exemple faire de la prévention participative. Cette prévention participative va consister en l'association de vos agents à l'organisation de leurs services et de leur travail. Vous pouvez ainsi échanger avec eux sur la gestion du temps de travail et des amplitudes horaires au sein du service auquel ils appartiennent pour permettre, par exemple, de mieux concilier les contraintes des uns et des autres au sein du service. Autre exemple de ce que vous pouvez faire, c'est proposer un plan de formation à vos agents. Un plan de formation pour leur permettre d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences. Ce sera pour eux une source de motivation. Surtout si, effectivement, vous l'envisagez avec eux. Autre point, autre exemple que vous pouvez mettre en œuvre, c'est développer ou cultiver un sentiment d'appartenance au sein de votre collectivité. Une première action pourrait être de réaliser par exemple des fiches de poste pour que chacun puisse s'identifier à ses missions,
en disposant d'un organigramme clair pour que chacun comprenne bien son rôle au sein de votre structure, le rôle des uns et des autres, et où est la place de chacun et où est sa place aussi dans cet ensemble. Enfin, vous pouvez améliorer le bien-être de vos agents par des mesures simples, comme par exemple l'organisation de formation, mais cette fois-ci sur les gestes et postures au travail. On peut envisager notamment des formations pour le dos. On pourrait également envisager d'autres types de formations, comme des formations de secourisme. La réalisation d'actions et de prévention ciblées est un autre exemple de ce que vous pourriez mettre en œuvre pour améliorer le bien-être de vos agents, en sensibilisant par exemple aux problèmes qui vont être liés à l'alcoolisme. Sur ce point, vous pouvez d'ailleurs mettre en œuvre cette action en parallèle de l'élaboration d'un règlement intérieur sur l'alcoolisme au sein de votre structure. Ensuite, vous pouvez effectuer, par exemple, des entretiens de réaccueil avec les agents qui reviendraient de périodes d'absentéisme, par exemple des agents qui sont partis pour des arrêts maladie longs, en leur permettant et en vous permettant de faire le point avec cet agent, en fait, sur d'éventuels soucis professionnels ou sur la maladie qu'ils ont eue, si jamais ils en ont eu une, mais en faisant aussi de cet entretien, de ces entretiens, une occasion d'échanger et de manifester votre intérêt pour l'agent. Autre exemple d'action que vous pourriez mettre en œuvre pour améliorer le bien-être de vos agents, c'est la réorganisation d'un service. Lorsque par exemple un conflit de personnes, qu'il soit hiérarchique ou non, survient. Ou que par exemple un management maladroit au sein du service ou une absence de management peuvent également être constatées parce que ces situations vont être des causes de démotivation de vos agents et donc d'absentéisme. Lorsque vous aurez défini vos priorités d'action, vous pourrez envisager de réaliser une action de communication également. Une action de communication sur les actions, sur les priorités d'action que vous aurez retenues, et ce, vers vos agents, car cette action de communication vous permettra d'expliquer à vos agents ce qui a été retenu, mais également ce qui n'a pas été retenu et pourquoi. Elle vous permettra d'expliquer et de clarifier votre intention qui n'est pas forcément lisible par le biais de la lecture de la seule liste des actions que vous aurez retenues. Une fois votre plan d'action défini, vous pouvez piloter votre démarche. C'est par ce pilotage que vous assurez la gestion de l'absentéisme au sein de votre collectivité. Et à cette fin, vous pouvez mettre en place des indicateurs de suivi quotidien. Tout d'abord, vous pouvez reprendre les indicateurs que vous auriez mis en place durant la phase de diagnostic. En effet, en continuant d'alimenter ces indicateurs régulièrement, vous pouvez suivre l'évolution de votre démarche de prévention par rapport à la situation constatée durant la phase de diagnostic. Vous pouvez également mettre en place d'autres indicateurs. Je vais vous donner quelques exemples d'indicateurs que vous pourriez mettre en place. Un premier exemple étant le taux d'absentéisme. Ce taux doit vous permettre de mesurer la proportion des agents tout au long de l'année, absents tout au long de l'année au sein de votre collectivité. Concrètement, dire que le taux d'absentéisme est de 8% dans une collectivité revient à dire que ce sont 8 agents sur 100 qui sont absents toute l'année au sein de votre collectivité. Je vous propose la formule de calcul de ce taux dans cette présentation, une formule du taux d'absentéisme qui est la suivante: le nombre de jours d'absence multiplié par 5 divisé par 7, 5 étant le nombre de jours ouvrés, multiplié par 100 et divisé par l'effectif multiplié par le nombre moyen de jours travaillés par agent et par an
dans votre collectivité. Toujours pour évaluer l'absentéisme, vous pouvez également mettre en place un indicateur permettant de mesurer l'absentéisme, mais cette fois-ci pour l'absentéisme de courte durée pour des raisons médicales. Ça vous permettra de distinguer cet absentéisme du taux global d'absentéisme au sein de votre collectivité, dont nous avons vu la formule juste avant. Le taux de cet absentéisme, donc pour de courte durée, peut se mesurer de la manière suivante. Je vous propose donc la formule. Nombre d'arrêts maladie, moins de 4 jours sur le nombre d'arrêts maladie que vous aurez reçu. Le tout multiplié par 100. Une autre manière de suivre l'évolution de cet absentéisme médical est de déterminer le pourcentage d'agents ayant eu au moins un arrêt maladie dans l'année. Donc je vous propose cette formule pour également compléter votre panel de taux pour mesurer l'absentéisme. C'est une formule, donc la formule suivante, on va avoir le nombre d'agents ayant eu au moins un arrêt maladie sur le nombre d'agents dans la collectivité, tout multiplié par 100. Sachez qu'en 2013, 35% des agents de la fonction publique territoriale avaient eu au moins un arrêt dans l'année, ce qui vous permettra, par exemple, de vous comparer à ce taux de 2013 par rapport à pour votre collectivité. Un deuxième indicateur qui pourrait être utilisé pourrait être le taux de remplacement. Ce taux de remplacement a pour objectif de vous permettre de connaître les mouvements de personnel et de vous informer du remplacement des effectifs. Afin d'assurer la fiabilité de cet indicateur, je vous invite à prendre en compte les seuls emplois permanents en écartant les remplacements et les renforts. Ce taux se calcule de la manière suivante, il est assez simple, le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départs, le tout multiplié par 100. Si la démarche de prévention et de gestion de l'absentéisme nécessite du temps pour déterminer les moyens à réaliser et pour la réussir également, elle nécessitera néanmoins, et c'est là-dessus que je conclurai, de votre part, en tant que dirigeants territoriaux, une fois le diagnostic et le plan d'action effectué, réalisé et posé, elle nécessitera de votre part de la patience et de la conviction pour garantir son succès au sein de votre collectivité. J'en ai donc terminé avec cette présentation. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions durant une vingtaine de minutes. Je commencerai d'abord par répondre aux questions que vous aurez pu éventuellement poser au cours de la présentation, s'il y en a. Et puis, si nous n'avons pas épuisé le crédit de temps disponible, je répondrai aux questions que vous pourriez me poser après cette première phase de questions-réponses et pour lesquelles je tenterai donc de répondre directement. Si à l'inverse, la réponse à une question nécessite des recherches ou si vous me posez des questions après la webconférence, ce qui est possible, je reprendrai contact avec vous dans le courant de la semaine prochaine pour pouvoir y répondre. J'attends maintenant vos réponses. Je vous invite donc à écrire sur le logiciel les questions que vous pourriez me poser. Alors pour le moment, il n'y a visiblement pas eu de questions durant la phase durant la présentation. N'hésitez pas donc à me poser des questions. A priori, il y en a une première qui est arrivée. Dans un petit instant le temps de pouvoir la lire. Alors, un petit souci pour pouvoir lire la question. Je vous invite à patienter quelques instants. Alors a priori, donc c'est une question qui concernerait les 6 causes donc de l'absentéisme et donc l'un de nos participants donc, nous indique ne
pas comprendre, ne pas bien comprendre les actions déjà menées, déjà mises en œuvre, ah oui d'accord, au sein de la collectivité. Les actions, donc pourrait être, par exemple, les actions déjà mises en œuvre, sans le savoir, vous avez déjà, si vous voulez, réalisé des actions de prévention de l'absentéisme. À titre d'exemple, vous avez probablement fait acheter par vos agents tout ou partie des équipements de protection individuelle. Ce sont des petites mesures, mais qui vont faire que l'agent va mieux se sentir au sein de son travail, et ces petites actions, vous en avez déjà réalisées. Donc vous pouvez, je vous invite à faire le point déjà au stade du diagnostic, par exemple, sur ces actions que vous avez déjà réalisées, pour voir où vous en êtes. Évitez par exemple aussi d'avoir à racheter de nouveaux équipements de protection individuelle si vous en avez déjà acheté. Ça peut être également des actions de formation que vous avez déjà réalisées avec vos agents. Vous avez peut-être, probablement même, déjà discuté avec vos agents au sein d'entretiens que vous auriez pu avoir avec eux, si vous en avez fait, de leurs souhaits en termes de formation. Ce sont déjà donc des actions que vous avez pu mettre en œuvre et peut-être sans le savoir, vous avez déjà fait de la prévention, de l'absentéisme et de la gestion également. Et ça vaut le coup, au début de votre démarche, de faire le point sur ce que vous avez déjà fait, si vous avez déjà fait effectivement quelque chose. Y a-t-il une autre question? Je vous invite en tout cas à ne pas hésiter à les poser. Alors, nous avons une question. Pouvons-nous avoir un retour d'expérience sur la mise en place de l'absentéisme? Alors, la mise en place, j'imagine, de la prévention plutôt de l'absentéisme. Un retour d'expérience, là, concrètement, pour la présentation, l'idée a été plutôt de vous présenter les étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour mettre en place cette démarche de prévention. Un exemple concret, ici, ça n'a pas été l'objet de cette présentation. Néanmoins, vous pouvez contacter, moi je vous inviterai à contacter les centres de gestion de le centre de gestion de votre département, car comme je l'ai expliqué dans le cadre de la présentation, il y a des actions qui ont été mises en œuvre par de nombreux CDG, et il y a fort à parier qu'ils auront des exemples concrets à vous communiquer ici, plus particulièrement. Ensuite, moi je vous invite par exemple aussi à regarder à prendre connaissance au-delà de centres de gestion, il y a également les centres de formation du CNFPT qui proposent des formations bien évidemment, mais qui ont également réalisé quelques documentations et qui parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois proposent des exemples de collectivités qui ont mis en œuvre des actions de prévention et de gestion d'absentéisme et qui font un résumé avec elles, puisqu'ils ont travaillé en fait avec elles, de ces actions. Alors nous avons d'autres questions. La prime au présentéisme est-elle efficace? Alors, la prime au présentéisme, déjà je vais expliquer ce que c'est. La prime au présentéisme, c'est une des actions que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de cette prévention de l'absentéisme. Elle consiste en fait à proposer une prime, une indemnité financière pour les agents qui auront été le moins absents. C'est une des actions qui existent. Est-elle efficace directement? Là aussi, ça va dépendre des exemples. Je n'ai pas d'exemple concret pour vous dire si ça a été efficace. Le souci, c'est que la prime de présentéisme, c'est une action. C'est une action qu'il y a lieu peut-être de mettre en place avec d'autres actions. Et c'est l'ensemble de ces actions qui vous permettra de réussir votre démarche de gestion et de prévention de l'absentéisme au sein de votre collectivité. C'est pas une chose qui fera, cette seule prime qui fera que vous allez réussir à réduire forcément l'absentéisme de votre collectivité.
Donc, moi, je vous inviterai, c'est une action, vous pouvez l'envisager. Néanmoins, envisagez-la avec d'autres actions. Je vous en ai proposé dans le cadre de cette présentation. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Les entretiens, que je vous ai proposé tout à l'heure, par exemple, avec vos agents, peuvent être une autre action à combiner avec la prime de présentéisme, par exemple. Alors, nous avons donc une autre question. Pour cette démarche de prévention, peut-on penser également à des formations via le CNFPT de type coaching? Alors, je ne pourrais pas vous répondre directement à cette question parce que voilà, je ne sais pas précisément ce que le CNFPT va proposer comme formation. Est-ce qu'il propose des formations de type coaching? Je ne saurais pas vous dire. Par contre, je vous invite là encore une fois à contacter votre centre de gestion départemental parce que d'expérience, je sais que certains centres de gestion font ce type, par contre, d'action, font de l'accompagnement pour la mise en place, et de l'accompagnement vraiment pointu pour la mise en place d'actions de prévention et de gestion de l'absentéisme. Donc ça peut être l'occasion, en plus d'avoir un contact dans votre département, donc un contact de proximité. Alors, nous avons une autre question qui est la suivante. Croyez-vous que l'on puisse juridiquement faire appel à un médecin vacataire pour assurer un contrôle des arrêts maladie en interne pour combattre l'absentéisme abusif? Ceci peut amener à réduire l'absentéisme. Alors, je vais d'abord faire un point sur le cas que vous envisagez. C'est une des actions qui peut être envisagée pour la gestion et la prévention de l'absentéisme, c'est-à-dire le fait de faire contrôler les arrêts maladie. C'est une action plutôt coercitive. Mais ça existe. C'est une des possibilités. Là aussi, je vous invite à l'envisager en la combinant avec d'autres actions. Pour répondre à votre question directement, faire appel à un médecin vacataire pour assurer un contrôle des arrêts maladie, juridiquement, écoutez là, je sais que classiquement on fait appel à des médecins extérieurs à la structure. Là, ça signifierait quand même que vous avez un contrat avec ce médecin, parce que ce serait un agent contractuel au sein de votre collectivité. Il y aurait peut-être un risque de comment dire, concernant, à mon sens, là comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y aurait peut-être un risque puisque le médecin se retrouverait dans une situation de subordination par rapport à vous. Vous assureriez également une direction. Donc, est-ce que cela ne serait pas risqué dans la mesure où il y aurait comment dire, ce lien de subordination et donc une direction que vous assurez vis-à-vis du médecin, un manque de, je dirais, d'indépendance finalement de ce médecin vacataire? Ça pourrait être une chose que comment dire, que je pourrais vérifier. Ce que je vous propose dans ce cas-là, comme je vous disais en introduction de cette phase de questions-réponses, c'est à ce moment-là, je vous proposerai de vous rappeler dans la semaine prochaine, le temps pour moi de faire des recherches sur cette question, voir s'il y a effectivement une problématique ou pas, et si cette situation est possible juridiquement. Alors nous avons une autre question qui concerne le questionnaire Karasek. Un de nos interlocuteurs souhaiterait savoir si il est possible d'avoir le modèle de questionnaire Karasek. Ce questionnaire, vous pouvez très facilement le trouver sur Internet en tapant tout simplement questionnaire Karasek. Donc je vous invite à tout simplement aller le récupérer sur le site, sur Internet. Éventuellement après, si vous voulez être sûr de la fiabilité de ce questionnaire, là aussi contacter peut-être je dirais les travailleurs sociaux, par exemple, psychologue du travail qui doit certainement l'avoir, le médecin du travail probablement également. Une autre question qui est la suivante. Avec la baisse des dotations budgétaires, recruter des agents contractuels pour les agents absents n'est pas un levier. C'est une affirmation. Effectivement, c'est une problématique, vous faites bien de le soulever. Ça pose la question de savoir finalement si cette action est bien envisageable ou pas.
Comme je vous disais tout à l'heure, il est important dans le cadre de votre démarche de faire, de réfléchir à l'aspect financier de cette démarche et à envisager finalement dès les premiers temps de votre démarche quels moyens financiers vous souhaitez accorder à vos actions de prévention et de gestion de l'absentéisme au sein de votre collectivité. Effectivement, la baisse des dotations budgétaires, j'en conviens avec vous, est un problème sur un plan financier, qui va faire que vos moyens financiers vont être diminués et que peut-être vous ne pourriez pas mettre en œuvre une action de type remplacement par des agents contractuels au titre de l'article 3-1 du statut de la fonction publique territoriale des agents absents. Néanmoins, ça fait partie des choses aussi que vous pourriez expliquer. Ça pourrait être un argument à communiquer à vos agents en disant « Nous n'avons pas retenu cette action parce que nous n'avons pas les moyens financiers de le faire. Par contre, peut-être pouvez-vous, avec des moyens financiers moindres, envisager d'autres actions, des actions plus simples. Je disais par exemple des entretiens avec vos agents qui ont eu un arrêt maladie, faire le tour de vos services, assurer le contact humain quelque part. Ce n'est pas financièrement impactant, c'est plutôt sur un plan chronophage. Voilà, donc ça, il y aura un impact malgré tout. Néanmoins, ce peut être des actions simples à mettre en œuvre et qui peuvent assurer la motivation de vos agents et donc une diminution de l'absentéisme, par exemple. Alors, nous avons une autre question. Alors, la question est la suivante. Alors, sur la baisse des dotations, donc ça on y a déjà répondu. La question, c'est une autre question. Donc, pouvez-vous nous rappeler la formule du taux de remplacement? Alors, sur la formule du taux de remplacement, je vais remonter un peu sur la présentation si vous souhaitez à nouveau la voir. Mais je vous rassure, nous allons vous communiquer la présentation. Donc, là-dessus, rassurez-vous, je vais vous la remontrer rapidement si j'arrive à y revenir. Hop. Voilà. Le taux de remplacement. Voilà, nous l'avons ici. Cette formule, donc, c'est le nombre d'arrivées sur le nombre de départs multiplié par 100. Mais voilà, comme je vous disais, vous allez recevoir la présentation, donc rassurez-vous, vous pourrez à ce moment-là revoir toutes les formules que je vous ai proposées, qui ne sont pas exhaustives, ce n'est pas une liste exhaustive de formules que je vous propose. Il y en a d'autres, vous pouvez là aussi en trouver. Peut-être les psychologues du travail, les préventeurs, les médecins du travail vous en proposeront d'autres. En tout cas, l'idée, c'est de vous proposer les principales formules qui puissent déjà vous permettre de gérer votre absentéisme de manière assez simple, assez rapide. Il y en aura peut-être d'autres qui vous permettront d'avoir des indicateurs plus fiables sur l'absentéisme et donc qui vous permettront de mieux agir pour prévenir et gérer la prévention et l'absentéisme au sein de votre structure. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, une autre question, la question est suivante. La prime au présentéisme est-elle au moins légale? Alors, sur l'aspect légal de la prime au présentéisme, je n'ai pas vu de choses dans ma préparation de la présentation qui indiquerait qu'elle ne l'est pas. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas un point qui a été abordé. Écoutez, ce que je vous propose là aussi, c'est de vous recontacter la semaine prochaine pour que je puisse voir éventuellement quel est le dispositif légal qui existerait, s'il en existe un, d'une part, et qui vient, comment dire, organiserait le versement de cette prime au présentéisme. Nous avons une autre question. La formule du taux d'absentéisme comprend une proratisation par 5 sur 7. Ne pensez-vous pas que cela revient à diminuer fictivement l'absentéisme, puisque les arrêts sont également saisis sur le samedi
et le dimanche. Écoutez, l'idée surtout de ce fractionnement 5 sur 7, c'est que la plupart du temps, vous avez des agents qui travaillent sur des jours ouvrables, donc du lundi au vendredi. S'ils sont absents, ils seront surtout absents sur la période du lundi au vendredi. C'est cela qui aura finalement un impact pour votre collectivité. Si la plupart de vos agents ne travaillent pas, cas en règle générale des agents de la fonction publique territoriale, le samedi et le dimanche, bien évidemment, l'impact pour votre collectivité d'un arrêt maladie qui porterait sur le samedi et le dimanche est nul. C'est après une proposition de formule que je vous ai faite. Vous pouvez éventuellement l'adapter. J'imagine par exemple, si vous avez des agents qui au lieu de travailler 5 jours sur 7, travaillent 6 jours sur 7 ou travaillent le samedi et le dimanche. Vous pouvez prendre en compte dans les 5 jours sur 7, si l'agent travaille le samedi et le dimanche, mais pas par exemple le jeudi et le vendredi, prendre en compte les 2 jours suivants, selon l'activité de chacun. Nous en avons terminé, d'accord, nous en avons terminé avec les phases de questions-réponses, avec le temps qui était imparti pour cette phase de questions-réponses. Comme je vous l'ai dit, je vous recontacterai la semaine prochaine pour prendre le temps également de répondre aux questions auxquelles il y a des vérifications éventuellement à faire, et aussi pour répondre aux questions qui ont pu être posées par ailleurs et auxquelles je n'ai pas pu répondre durant cette phase, cette vingtaine de minutes, et éventuellement aussi à d'autres questions que vous pourriez poser suite à cette présentation et à cette phase de questions-réponses. En tout état de cause, je vous remercie de votre participation à cette webconférence, à cette phase de questions-réponses aussi qui a été très intéressante, et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.